Les gens d'ici, Jean-François Dupaquier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Les gens d'ici sur IDFM Radio Anguin. Nous allons parler aujourd'hui d'un mouvement qui vous rappellera certainement quelque chose si vous suivez l'actualité. Ce sont les Moudjahidines du peuple, ce mouvement de résistance à la dictature iranienne qui est implanté en particulier dans notre département du Val d'Oise, à Auvers-sur-Oise. Nous avons avec nous en studio Sarah Narani. Bonjour Sarah. Bonjour. Et nous avons également Afshin Alavi qui est porte-parole des Moudjahidines du peuple. Bonjour. Bonjour. Et à la technique, bien sûr, Marvin qui va nous accompagner pendant toute cette heure. Si nous vous avons invité aujourd'hui sur IDFM Radio Anguin, c'est que vous organisez, Afshin Alavi, ce samedi, un grand rassemblement au Bourget pour un Iran libre et démocratique. C'est une réunion annuelle qui se tient au mois de juillet chaque année et dans laquelle vous accueillez de nombreux visiteurs, y compris nos auditeurs s'ils veulent vous rejoindre. Bien entendu. C'est généralement au mois de juin. Cette année, c'est au mois de juillet parce que nous serons à quelques jours des 1 an de l'accord sur le nucléaire iranien. Alors, on va parler de ce rassemblement tout à l'heure en fin d'émission parce que je voudrais d'abord revenir sur les tragédies que vous vivez avec votre mouvement, je devrais dire avec vos mouvements. D'un côté, le CNRI, le Conseil national de la résistance iranienne, qui rassemble toute une série de mouvements d'opposition au régime des mollahs, et de l'autre côté, l'organisation des Moudjahidines du peuple, ce qu'on appelle l'OPMI. C'est bien ça? L'OMPI. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs la différence entre les deux, monsieur Alavi? En fait, le Conseil national de la résistance iranienne, c'est la coalition d'opposition démocratique qui englobe plusieurs organisations et des personnalités indépendantes et qui représentent en fait l'Iran avec toutes ses diversités, ses ethnies, ses religions, ces différents courants de pensée dans la population, bien sûr, en excluant bien sûr le régime des mollahs et la dictature religieuse au pouvoir et la monarchie. Et au cœur de cette résistance, de cette coalition, il y a une force axiale qui est le fer de lance de la résistance, qui est l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, qui existe depuis plus de 50 ans maintenant et qui est en fait un héritage de Mossadegh et des grandes révolutions qui ont eu lieu en Iran. Alors, on va rappeler que, effectivement, votre mouvement date de longtemps, à l'époque du Shah d'Iran et de la résistance au régime du Shah. C'était déjà une dictature, même si il faisait surtout les couvertures de Paris Match, de Point de vue Image du Monde et d'autres revues légères. Vous avez été traqué par le régime du Shah d'Iran. Vos militants ont été persécutés, harcelés, exterminés. On le sait pas assez en France, mais les Moudjahidines du peuple ont perdu des dizaines, voire des centaines de milliers de militants et de sympathisants à l'époque du Shah et dans les années qui ont suivi. Oui, c'était quelques centaines en fait à l'époque du Shah, plus de 120 000 à l'époque de Khomeini. Effectivement, le Shah et sa vague, sa police politique n'était pas détendre. Et précisément, justement, c'est cette dictature classique, je dirais, qui a engendré Khomeini et la dictature religieuse, parce qu'en éliminant l'intelligentsia, les gens éclairés qui voulaient une démocratie pour l'Iran, il a laissé la place à l'obscurantisme et précisément à des gens comme Khomeini qui ont raflé précisément le mouvement légitime du peuple iranien pour s'émanciper. Vous qui avez combattu le régime du Shah, Afshin Alavi, vous ne regrettez pas finalement d'avoir aidé à ce qu'il soit remplacé par un régime encore pire, celui des mollahs? Nous avons aidé au renversement d'une dictature. Nous n'avons pas aidé à l'instauration d'une autre dictature. Nous avons lutté dès l'arrivée de Khomeini au pouvoir et les Moudjahidines du peuple d'Iran et ensuite le Conseil national de la résistance iranienne, qui est venu plus tard, a formé précisément cette opposition démocratique contre la mainmise de cette dictature religieuse. Les Moudjahidines ont commencé par s'opposer dès l'instauration du pouvoir de Khomeini, précisément à ce principe
sacro-saint du régime qui imposait la suprématie d'un guide religieux, ce qu'on appelle le velayet farid, c'est-à-dire la suprématie du guide religieux. Ils se sont opposés à ceci, ils se sont opposés justement à la persécution des femmes, à cette injustice infligée aux femmes en Iran et cette misogynie qui depuis sévit dans ce pays. Et c'est les raisons pour lesquelles Khomeini en a voulu aux Moudjahidines du peuple, parce que c'était des musulmans, et en contestant cette version de l'islam obscurantiste et dévié que Khomeini représentait, en quelque sorte, ils se sont présentés très vite comme l'alternative à la fois politique et culturelle à cette vision arriérée. On va rappeler que votre mouvement, les Moudjahidines du peuple, est un mouvement musulman où vous pratiquez la religion musulmane, mais une religion musulmane qu'on peut qualifier de laïque par rapport à ces mollahs et à tous ces extrémistes qui sévissent dans le Moyen-Orient? Absolument, c'est l'objet même de notre combat contre Khomeini, le khoméinisme et les dictatures religieuses de toutes sortes. C'est la raison pour laquelle nous battons contre ce pouvoir, enfin depuis maintenant plus de 3 décennies, parfois un peu sans que le monde fasse attention à ce combat qui était au cœur. Et ça fait déjà 20 ans, il y a 20 ans que nous avons dit que bientôt le véritable défi pour le monde sera précisément cet extrémisme religieux et l'islamisme. À cette époque-là, on ne nous a pas trop écoutés. Et aujourd'hui, je pense que le monde comprend que ce défi, c'est un défi qu'il faut relever, et on peut le relever que précisément avec des musulmans anti-intégristes, des musulmans qui sont pour la laïcité, des musulmans qui sont pour la démocratie et qui sont en phase avec l'essence même de leur religion, et non pas ces barbares et ces extrémistes qui aujourd'hui sévissent au nom de l'islam. Et donc les Moudjahidines du peuple, comme vous l'avez souligné, sont des musulmans pratiquants, qu'ils pratiquent une religion de démocratie et de tolérance. Le Conseil national de la résistance dont ils sont membres n'a pas de religion, elle est pour un État laïque, et comme les Moudjahidines le sont pour un État laïque, et donc pour une égalité entre les hommes et les femmes, et pour une démocratie pluraliste. Il y a une des raisons de votre invitation aujourd'hui, Afshin Alavi, c'est le dernier jour du Ramadan, c'est important pour vous. Vous observez le Ramadan, puisque je vous ai proposé un petit café avant de commencer l'émission. Vous m'avez dit non, je fais le Ramadan. Oui, c'est le dernier jour aujourd'hui, effectivement. Je me tourne vers Sarah Narani. Vous êtes sympathisante ou une militante des Moudjahidines du peuple. Vous habitez le Val d'Oise vous-même. En tant que femme, comment vous percevez ce mouvement, sa dynamique par rapport au régime des mollahs et à la place qui est faite aux femmes en Iran? Le mouvement des Moudjahidines du peuple d'Iran et plus largement le Conseil national de la résistance iranienne représente vraiment pour le peuple iranien dans son ensemble, et plus particulièrement pour les femmes iraniennes, vraiment un espoir. Parce que, comme le disait Afshin à l'instant, dès le début du régime des mollahs, avec l'imposition du voile obligatoire pour les femmes en Iran, il faut savoir que les premières personnes qui ont manifesté contre le port obligatoire du voile en Iran, c'était les femmes moudjahidines qui portaient le voile. Et elles étaient aux premières lignes des manifestations pour protester contre le port obligatoire du voile. Donc, dès le début, je veux dire, avec le régime de Mollah, dès le début, les Moudjahidines ont montré à la population iranienne, et en particulier aux femmes iraniennes, qu'il y avait une totale distinction entre leur religion personnelle et leur vision d'un État libre et laïque, et notamment pour les femmes. Vous êtes menacée ici en Irak, où beaucoup de vos amis sont réfugiés par les extrémistes islamistes. On a entendu hier soir les détails sur cet épouvantable attentat au camion piégé à Bagdad qui a fait plus de 200 morts, notamment par des jeunes qui se pressaient dans ce quartier visé par les islamistes. Comment, Afshin Alavi, vous ressentez ce type de tragédie et cette espèce d'horreur dans l'horreur, avec une gradation terrible? Chaque attentat à la voiture, au camion piégé semble pire que le précédent.
Comme vous dites, c'est l'horreur. On reste totalement bouche bée devant cette escalade de violence terrible qui n'a... On ne trouve pas les mots pour l'exprimer. C'est tellement... on a parfois... on voudrait plutôt éviter de voir ces images terribles, mais et surtout, il ne faut pas s'habituer. Il faudrait comprendre que il y a là ce qui se passe devant nous, c'est une sorte de dégradation qui est due à, je dirais, pendant des années, un comportement de lâcheté vis-à-vis de ce phénomène devant lequel il fallait résister. Vous voulez dire de lâcheté internationale ? De lâcheté internationale, parce qu'on a composé en premier lieu avec le premier État islamiste et extrémiste qui s'est imposé dans la région avec l'arrivée de Khomeini à Téhéran. On a voulu penser que ce régime deviendra modéré comme si c'était une sorte de dictature classique. La méconnaissance de ce phénomène par des responsables politiques des grands pays, des grandes puissances, a fait que, en sous-estimant cette menace et ce danger, en pensant qu'on pourrait composer avec, en pensant marchander avec, en pensant que en mettant des bâtons dans les roues et des gens qui voudraient résister à ce phénomène, on pourrait faire quelques commerces mercantiles. Et tout cela, on fait que finalement ce phénomène s'est développé parce que en face, il y a une agressivité, une volonté de dominer le monde et une soif de pouvoir et d'horreur. Et face à cela, il faut résister. Il faut résister. Et donc, je crois que c'est ce que nous essayons de faire et d'appeler à le faire. Et c'est uniquement par solidarité et en se serrant le coude qu'on peut résister à cela, sans faire d'amalgame précisément, et précisément en faire la distinction entre extrémisme et musulmans. Pour résumer, Afshin Halavi, peut-on dire que ceux qui ont fait exploser ce camion-là hier soir à Bagdad, ce sont les mêmes qui ont attaqué le Bataclan, enfin ce sont les mêmes extrémistes que ceux qui ont attaqué le Bataclan à Paris le 13 novembre dernier, ou le magazine Charlie au début janvier de l'année dernière. Vous avez les mêmes ennemis ? Absolument. Je pense qu'il n'y a aucune distinction à faire entre ces extrémistes qui tuent des innocents au nom de l'islam, de leur islam, qui n'est pas la nôtre, qu'ils se réfèrent à un islam sunnite ou à un islam chiite, ça n'a aucune différence. C'est un cycle infernal. Et ces gens sont de la même espèce, ce sont des criminels. Ce qui vient de se passer en Irak, c'est le fruit d'un cycle infernal dans lequel, face à un extrémiste, on a recours à des milices extrémistes du même bord, capables des mêmes horreurs, qui sont des extrémistes chiites sous le commandement des gardiens de la révolution iranienne, et de l'autre côté Daesh. Tout cela n'ont aucune différence dans l'horreur. C'est une escalade et on continue l'erreur en pensant qu'en s'alliant à l'un pour combattre l'autre, on arriverait à mettre fin à ce cycle. C'est le contraire qui se produit. Je vous propose d'y revenir dans 2 minutes, Afshin Halavi, avec après une petite pause, et puis on va revenir sur cette violence qui nous concerne tous, parce qu'il s'est passé ce camion qui a explosé à Bagdad hier soir, ça pourrait exploser à Paris, sans vouloir dramatiser, dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. On sait que les autorités sont très inquiètes de cette contagion des attentats extrémistes. Facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il
Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la main. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour, mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Bien sûr, toutes les filles lui font leurs yeux de velours. Lui, pour leur faire plaisir, il leur raconte des histoires. Il les emmène par-delà les labours, chevaucher les licornes à la tombée du soir. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur, il va parler souvent aux habitants de son cœur. Qu'est-ce qu'il se raconte, c'est ça qu'il faudrait savoir, pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en cours de cette émission Les gens d'ici, où nous recevons Afshin Alavi, porte-parole de l'organisation des Moudjahidines du peuple, on les appelle je crois le OMPI en initiale, et qui est également un petit peu le porte-parole aussi du Conseil national de la résistance iranienne, puisque son mouvement en fait partie, et nous recevons également Sarah Narani, qui est une militante de votre organisation qui regroupe évidemment essentiellement des Iraniens, puisque votre mouvement est né, on l'a rappelé tout à l'heure, en Iran, en opposition à la dictature du Shah d'Iran, et encore en plus en opposition, puisque vous êtes absolument persécuté par le régime du Mollah, au régime actuel au pouvoir à Téhéran. Il y a quelques instants, on parlait de cet horrible attentat au camion piégé qui a fait plus de 200 morts hier soir à Bagdad, à l'initiative évidemment de l'organisation terroriste islamiste que l'on connaît, mais on n'a pas parlé d'un autre drame qui se déroulait au même moment à Chine à la vie, hier soir à 20h35 précisément, donc pendant le journal de 20h que nos auditeurs écoutaient, ils regardaient certainement. On a bombardé un camp qu'on appelle le camp Liberty, qui abrite nombre de vos militants en Irak. Expliquez-nous, Afshin Alavi, de quoi il s'agit et qui vous bombarde et qui vous persécute aujourd'hui en Irak. Oui, absolument. Hier soir, en fait, ce camp Liberty où résident des réfugiés iraniens, des opposants qui sont en Irak encerclés et contenus dans ce camp par les autorités irakiennes. Ces personnes, à plusieurs reprises, ont été victimes d'attaques meurtrières et de massacres, que ce soit au camp Ashraf et au camp Liberty, qui se trouve près de l'aéroport de Bagdad. Alors, il faut rappeler qu'il y a deux camps dans lesquels vos militants et vos sympathisants et vos familles se trouvent, un petit peu assiégés, il faut bien le dire. Le camp d'Ashraf et le camp Liberty. Le camp d'Ashraf, c'est le premier camp où vous avez été hébergé à l'époque du régime de Saddam Hussein, quand on vous accueillait avec bienveillance en Irak, puisque vous étiez des opposants et que c'était la guerre entre l'Irak et l'Iran. Absolument. Et donc, ces
ces personnes ont été transférées par la suite au camp Liberty. Oui, parce que quand le régime irakien est tombé, enfin le régime de Saddam Hussein, évidemment, on vous a considéré d'abord un peu comme des ennemis, vous aussi des complices de Saddam Hussein. En fait, ce sont des gens qui étaient des hommes de main du régime iranien qui sont arrivés au pouvoir. Et ces gens qui étaient des extrémistes, comme l'ancien Premier ministre Maleki, qui a été à l'origine de ces épurations ethniques qui ont engendré la constitution de Daesh, précisément parce que la population sunnite a été persécutée par ce régime, sont arrivés au pouvoir et ils ont eu pour mission d'anéantir les opposants iraniens qui se trouvaient en Irak à cette époque-là. C'est la tragédie que vous vivez encore aujourd'hui avec vos amis donc de l'OMPI. C'est le fait qu'au début, vous étiez des opposants au régime du Shah d'Iran. Finalement, c'est un régime encore pire qui lui a succédé. Vous êtes réfugié en Irak. Vous étiez bien accueilli par Saddam Hussein. C'était un régime bien pire que celui de Saddam Hussein qui lui a succédé aussi. C'est une sorte de fatalité pour vous, Afshin Halavi. Je pense que c'est les aléas d'une résistance indépendante, si vous voulez justement atteindre la liberté et la démocratie dans votre pays. Il faudrait traverser des épisodes précisément et des épreuves difficiles parfois, mais il faut être prêt à payer le prix et c'est ce que ces résistants qui sont aujourd'hui au camp Liberty ont traversé précisément. Beaucoup d'entre eux ont été dans les prisons du Shah, beaucoup ont été dans les prisons de Khomeini, ont été torturés. Sont des survivants des massacres qui ont été perpétrés, notamment dans les années 80, dans les prisons par Khomeini, et ont une volonté farouche de poursuivre cela et sont des sources d'inspiration pour la jeunesse iranienne aujourd'hui à l'intérieur du pays. C'est pour ça que le régime des mollahs et ces mercenaires en Irak leur veulent du mal et veulent les anéantir. Et hier soir, précisément, ils ont été victimes d'une attaque terrible. 50 roquettes ont été lancées contre le camp. Et il y a eu les gens qui sont responsables, ce sont des milices affiliées à la force spéciale Quds des gardiens de la Révolution. Et le camp a pris feu. Une grosse partie du camp a brûlé. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Et 40 personnes ont été blessées. Heureusement, nous n'avons pas déploré de morts comme c'était le cas au mois de novembre où 24 des membres de la résistance iranienne ont été tués lors d'un autre bombardement où 80 roquettes avaient été lancées contre le camp. On a l'impression, encore une fois, d'une sorte de fatalité du malheur, non seulement pour vous-même et pour tous ces défenseurs de la démocratie en Iran, mais pour beaucoup de peuples de la région qui ont énormément souffert. On ne va pas revenir sur toutes ces souffrances, mais on peut rappeler quand même le massacre, le génocide des Arméniens. On peut rappeler la situation du peuple kurde, qui est parfois massacreur et parfois massacré. Votre situation, évidemment, les Juifs aussi, avec le destin que l'on sait, ces énormes difficultés qui maintiennent aujourd'hui Israël dans un état de guerre permanente avec ses voisins. Ça vous décourage jamais, Afshin Halavi, d'être depuis 50 ans dans l'opposition, dans l'impossibilité de retrouver votre pays? Vous avez une sorte de flamme d'espoir qui vous guide? Certainement, la flamme d'espoir, elle est présente, elle est vivace. Nous voyons peut-être des choses que d'autres ne le voient pas dans la fragilité de ce régime, dans ses craintes, dans le fait qu'il nous craint. Vous savez, quand le régime nous attaque, avant de voir justement nos blessures ou nos douleurs, nous voyons précisément sa faiblesse et le fait qu'il n'a pas du tout la capacité de pouvoir tolérer une résistance légitime, des paroles qui appellent justement à la paix, à la démocratie, à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, si après toutes ces épreuves, nous avons la tête haute et nous sommes toujours debout et nous ne sommes pas à genoux, c'est précisément parce que nous sommes guidés par une cause qui est juste et que en face, nous avons affaire à des gens qui ne sont pas éternels et qui vont bientôt disparaître. Et vous, Sarah Narani,
Comment vous ressentez les choses? Vous auriez envie de retourner dans votre pays d'origine? J'ai oublié de préciser que vous êtes franco-iranienne. Oui. Vous pourriez aujourd'hui retourner en Iran avec votre engagement politique? Ah, aujourd'hui, non, ça serait impossible. Mes parents sont également opposés au régime iranien. Ma mère était a été emprisonnée 2 ans et demi en Iran pour ses convictions politiques. Donc non, moi, même si j'ai la nationalité française, et d'ailleurs on l'a vu avec d'autres ressortissants qui avaient des nationalités, on va dire occidentales, mais d'origine iranienne, qui ont cru à un certain moment qu'ils pouvaient peut-être avec leur passeport occidental se rendre en Iran, et beaucoup ont été emprisonnés, voire tués, comme la photographe canadienne il y a quelques années. Donc c'est impossible, Et puis de toute façon, je ne vois pas ce que je pourrais aller faire en Iran aujourd'hui, à part faire du tourisme et profiter des taux avantageux pour l'Iran, pour une Européenne en Iran. Ce qui me semble moi important aujourd'hui, ayant la chance de vivre dans un pays libre où je peux m'exprimer librement, c'est justement d'essayer à ma mesure de porter la voix de la population iranienne qui justement ne bénéficie pas de cette liberté. Moi, je peux ici manifester sans qu'il m'arrive quoi que ce soit. Ma cousine en Iran, elle peut pas. Oui, c'est une chose que peut-être nos auditrices ne savent pas, elles qui sont peut-être encore plus sensibles au sort des femmes, c'est qu'il y a beaucoup de dictatures dans le monde, hélas. Et dans une grande partie de ces dictatures, on a une légère mansuétude envers les femmes. Elles sont moins maltraitées que les hommes. C'est pas du tout le cas en Iran. Vous l'avez rappelé, il y a eu cette photographe d'origine iranienne, mais qui avait de la nationalité canadienne. Elle a été tuée à coups de chaussures par un mollah à Téhéran dans son bureau. Oui. Alors qu'on pouvait penser que, elle a un passeport canadien et donc, mais non, en Iran, il faut savoir que le régime iranien ne respecte rien. Donc, c'est pas parce que vous allez montrer un passeport français ou canadien ou autre qu'on va vous dire, vous avez le droit de vous exprimer. Non, c'est pas ça. Vous entrez en Iran, vous êtes sous le joug du régime iranien. Et s'ils ont envie pour X raisons de s'en prendre à vous, ils le feront. Rien ne les empêchera, rien ne les arrêtera. Donc c'est vraiment essentiel que des personnes, alors bien sûr la résistance iranienne qui joue un énorme rôle et qui justement, en raison de ce rôle, on va dire principal d'alternative au régime iranien, bénéficie justement d'une grande sympathie. Alors vous avez dit des Iraniens, c'est sûr, on va dire c'est intrinsèque, mais ce qui est vraiment ce qui saute aux yeux et ce qui justement lors des rassemblements notamment accroche, si vous voulez, les participants, c'est la grande présence de personnalités politiques, intellectuelles, scientifiques, culturelles, on va dire étrangères. On a un peu tendance, les Iraniens, à toujours appeler étrangers les autres personnes qui se trouvent autour de nous. Donc des personnalités occidentales, européennes, américaines, du monde arabe également, et qui soutiennent cette résistance parce que, alors vous avez parlé des épreuves tragiques que nous subissons. Moi, hier soir, j'ai été prévenue de l'attaque contre le camp Liberty. Et bien sûr, ma première pensée, c'est de penser à mes amis qui se trouvent encore là-bas, des amis à moi qui vivaient en Europe avec moi et qui ont choisi de résister et qui sont maintenant là-bas et qui risquent leur vie à chaque moment parce que justement, ils ne fléchissent pas face au désespoir. Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas une sorte de fatalité? Je pense que la liberté, la démocratie la liberté, c'est l'essence de l'homme. Donc, on ne désespère jamais d'atteindre la liberté. On ne désespère jamais. Néanmoins, comme vous aviez pratiqué cet adage, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, vous étiez, avec votre mouvement Afshin à la vie, ami de Saddam Hussein. Donc, les Américains vous ont considéré comme des ennemis puisque vous étiez amis avec Saddam Hussein. Ils vous ont mis sur la liste des organisations terroristes. C'est une liste, c'est lourd d'être sur une liste américaine des organisations terroristes. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, etc. avaient suivi. Donc vous étiez pendant de longues années au banc de l'humanité d'une certaine façon.
et il faut le dire, au banc de l'humanité, alors que il y a des tas d'organisations qui sont vraiment terroristes qui n'y sont pas. Les Hezbollah, par exemple, ils sont pas une organisation terroriste considérée comme telle par les États-Unis. Pourtant, ils ont fait beaucoup de choses, y compris beaucoup d'assassinats d'Américains et d'Européens. Et puis, il y a eu également, nos auditeurs s'en souviennent peut-être, au début des années 2000, une opération menée par le juge Bruguière contre votre installation à Auvers-sur-Oise, en vous présentant également comme des terroristes. On n'a pas trouvé d'armes. On vous a persécuté pour rien. On a appris beaucoup plus tard que c'était Dominique de Villepin, le Premier ministre de Jacques Chirac de l'époque, qui voulait faire plaisir aux mollahs. Alors, on veut faire plaisir aux mollahs, eh bien, on s'attaque à des moudjahidines pacifiques et complètement désarmés, y compris en France, et donc pas seulement avec des requêtes au camp Liberty. Si vous permettez, je corrige quelque chose. En fait, les Moudjahidines du peuple n'ont pas été placés sur les listes terroristes en raison de leur présence en Irak, parce que cela date, la première inscription sur la liste terroriste date de 1997, c'est-à-dire avec l'arrivée de Khatami, un président qu'on disait modéré comme Rouhani aujourd'hui, alors que c'était des loups déguisés en brebis. Et donc, pour pouvoir avoir le cœur et l'aval de ce régime, on a préféré placer ses opposants sur les listes terroristes à la demande même du régime iranien. Alors que tout le monde savait que si les Moudjahidines du peuple se trouvaient en Irak, c'était parce que l'Irak avait une frontière commune avec l'Iran et c'était le seul moyen de pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'Iran et combattre le régime des mollahs. Et non pas une caution au régime en place en Irak. Et donc, ceci ne faisait pas d'illusion. Par la suite, précisément ce que vous avez souligné a dicté tout le comportement des pays occidentaux à l'égard du régime iranien, cette politique de complaisance, cette volonté de vouloir passer des accords pour des accords de contrats juteux. Et même quand notre mouvement, le Conseil national de la résistance iranienne, a révélé l'existence du programme nucléaire des mollahs en 2002, au lieu de nous remercier, cela a servi à ce que, pour pouvoir négocier, pour contrôler le programme nucléaire des mollahs, les Occidentaux ont accepté de museler, de contraindre à des restrictions la résistance iranienne et de continuer à le marquer du tampon de groupes extrémistes. Je voudrais revenir encore un instant sur ce camp Liberty qui a été attaqué hier soir, où par miracle il n'y a pas eu de mort pour une fois. Il y a eu malheureusement des massacres terribles dans ce camp commis par des militaires irakiens, plus ou moins commandités par le régime, par des milices proches du régime irakien actuel. Et là, on n'en parle pas. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, on n'en parle pas, Afshin Alavi ? Écoutez, je pense qu'il y a tellement d'horreur dans la région qu'aujourd'hui, les politiques se sont désintéressés des questions essentielles, surtout qu'il y a eu une euphorie à la suite de l'accord il y a 1 an sur le nucléaire iranien, qui fait que certains croient qu'en continuant à avoir une attitude complaisante à l'égard du régime des mollahs, ça va rapporter de gros contrats avec les entreprises en Occident, notamment des entreprises françaises. Aujourd'hui, on vante beaucoup, comme Sarah le disait, le tourisme en Iran. Il y a beaucoup de va-et-vient d'hommes d'affaires qui vont explorer le terrain, etc. Dans l'idée que peut-être l'Iran deviendrait un Eldorado pour ces entreprises. La réalité, elle va bientôt percuter vraiment ces esprits un peu candides à l'égard du régime des mollahs. C'est que précisément, d'abord, ce régime n'a pas la capacité de changer, de se modérer, de se réformer. Deuxièmement, il n'a pas d'argent parce que c'est un régime ruiné. Et il est isolé dans sa population. Et contrairement aux attentes,
de cet accord où on disait que le régime va s'ouvrir, il s'est refermé. Le nombre des exécutions a augmenté en Iran sous Rouhani et aujourd'hui, près de 2400 personnes ont été exécutées depuis qu'il est là. Mais surtout, dans la région, il n'est pas devenu cet allié qu'on cherchait ou ce pacificateur. Au contraire, il a accentué les troubles et précisément les actions extrémistes qu'il commet dans la région. On va y revenir dans un instant, si vous voulez bien, Afshin Alavi et Sarah Narani, mais on va d'abord écouter un morceau qui s'appelle « Le jour du jugement ». Il a été composé, je crois, au camp Liberty et il évoque les derniers grands massacres dont vous avez été victimes, vous et vos amis, de l'organisation des Moudjahidines du peuple, dans ce camp dont le mot liberty est presque sardonique quand on pense à Absolument. La situation qui vous est faite dans ce camp où vos amis sont confinés en Irak. On écoute le jour du jugement. C'est des jeunes artistes de la résistance qui vivent là-bas, dont on entendra la voix de Rouzbeh. Et ces jeunes ont voulu composer précisément. Ils ont composé et chanté cette musique 3 jours après la dernière attaque qu'il y a eu dans le camp, sur les ruines du camp Liberty, pour dire que précisément ces ruines sont les signes de la fin du régime. این کانون ترس پنهان تو با روی سرسخت رزم ما بنگر اینجا گورستان توست اینجا آغاز پایان تو این کانون ترس پنهان تو با روی سرسخت رزم ما زلیل می آید روز حساب صدای مادران بی صدایم از اینجا تا اوین ره می گشایم چه باک از داغ و دشنه تیغ و تهمت که من با درد مردم آشنایم خوشا که در ره آزادی خلق همیشه من نخستین خون بهایم منم آن باغ پیوسته شکوفا ز خون شرح لاله هایم چون توفان پرشکار در راه هستی انقلاب شاه شیخ زلیل می آید روز حساب ای بی فرجانه در احتضار تا من هستم که داری قرار ای تو ایران را دشمن تری هرچه در چنته داری بیار اینجا آغاز پایان توست این کانون ترس پنهان توست با روی سرسخت رزم ما بنگر اینجا گورستان تو چون توفان پرشکار در راه هستی انقلاب شاه شیخ زلیل می آید روز حساب Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. En cours d'émission, nous recevons
Pour les gens d'ici, Afshin Alavi, porte-parole de l'organisation des Moudjahidines du peuple, installée notamment à Auvers-sur-Oise dans le Val d'Oise, et Sarah Narani, une militante de ce mouvement franco-iranienne qui habite également dans la région. On parlait à l'instant, Afshin Alavi, des idées que l'on voit se propager en Occident sur le fait que le régime iranien est devenu un régime gentil, que les modérés sont au pouvoir et qu'il est urgent d'aller signer des contrats avec ce régime qui aurait renoncé à l'arme atomique parce qu'il y a beaucoup d'argent, évidemment, à gagner dans un pays qui a été sous embargo pendant des dizaines d'années. Oui, justement, le problème pour ces entreprises, c'est qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire que non, il n'y a pas d'argent, mais est-ce que s'il y avait de l'argent, ça vaudrait la peine d'aller discuter et d'essayer de passer des marchés? Non, certainement pas. Mais je voulais déjà décourager justement ceux qui pensent qu'ils pourront obtenir ceux qui ne pensent qu'à l'argent, eh bien, on peut leur dire il n'y a pas d'argent et les contrats que vous passez ne seront pas honorés, c'est ça que vous dites? Exactement. Plus ils vont se lancer dans cette aventure et ils vont s'en rendre compte. Mais la réalité, c'est que pourquoi tout simplement le régime des mollahs est laminé par la mainmise des gardiens de la révolution et des fondations religieuses appartenant au guide au pouvoir sur l'ensemble de l'économie. Cette situation où la force paramilitaire armée est également la principale force de l'économie du pays a suscité une sorte de mafia corrompue qui a engendré une corruption à toutes les échelles. Et cette force détourne le moindre argent qui rentre dans le pays, précisément soit dans ses propres intérêts, parfois personnels, c'est-à-dire il y a un détournement d'argent colossal en Iran aujourd'hui qui est incomparable avec les autres pays. Et d'autre part, de l'argent qui est recyclé à la fois dans la question de la répression, mais aussi dans les ingérences et les aventures guerrières du régime dans la région. Au total, l'argent que le régime pouvait espérer obtenir à la suite de la levée de l'embargo, c'est quelque chose autour de 30 milliards. C'est pas colossal en même temps, 30 milliards dans le commerce mondial. C'est pas colossal quand on sait que le régime des mollahs dépense chaque année près de 24 milliards pour soutenir la dictature de Bachar Assad. Et quand on sait que s'il veut remettre en état son industrie, l'industrie pétrolière et gazière en Iran, il doit faire une dépense et un investissement de 200 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, non seulement ce régime continue dans ses aventures à dépenser justement tout l'argent qu'il a, de l'autre côté, il n'est absolument pas rassurant pour une entreprise qui veut faire des commerces avec ce régime parce que il lui demande d'investir dans un État où il n'y a pas de loi et dans un État où précisément l'instabilité politique est de plus en plus grandissant et menaçant. Comment vous expliquez, Afshin Alavi, cette espèce d'obsession des commentateurs plus ou moins politiques en Occident à voir tout le temps ce régime aller vers les modérés? On parle toujours d'une guerre intestine considérable entre les rigoristes et les modérés. Et pourtant, depuis plus d'une quarantaine d'années, depuis l'intrusion des gardiens de la Révolution dans l'ambassade des États-Unis, ce qui est une violation absolue du droit international, on n'a pas vu vraiment les modérés vraiment modérés. Absolument. Je pense qu'il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui prennent leurs rêves pour des réalités, donc ils rêvent tout simplement, et qui est dû à une méconnaissance totale du système d'une dictature religieuse, du fascisme religieux. C'est une méconnaissance ou une volonté de désinformer l'opinion publique, notamment en France, pour faire les affaires avec un régime abject? Alors la deuxième catégorie, c'est effectivement ces gens-là qui sont des lobbies du régime, qui gagnent de l'argent pour dire ce qu'ils disent
et qu'il cherche des intérêts en disant cela, tout en sachant que c'est faux. Nous avons eu récemment des révélations qui ont été faites dans le New York Times il n'y a pas longtemps d'un conseiller du président américain Obama, d'un conseiller qui a lui-même avoué avoir manipulé les médias pour faire croire que Rouhani était un modéré ou faire croire que l'accord sur le nucléaire sera très bon alors qu'il ne l'était pas. On a le même cas en France, il faut malheureusement le dire. J'ai rappelé que le juge Jean-Louis Bruguière commençait à persécuter les Moudjahidines à Auvers-sur-Oise à l'instigation de Dominique de Villepin quand il était Premier ministre. Maintenant, Dominique de Villepin, il est avocat, il est lobbyiste et dans son portefeuille de clientèle, il y a le régime des mollahs. C'est quand même assez bizarre. Absolument, c'est-à-dire que c'est malheureusement, c'est très triste de voir que précisément les hommes politiques sont devenus des lobbies et des lobbies des dictateurs. Et ceci est laisse un présage très sombre pour l'avenir d'un pays démocratique comme la France. Et donc, je pense que précisément quand des gens sont capables de persécuter des innocents pour faire plaisir à une dictature, comme ils l'ont fait en 2003, en s'attaquant à nous et en nous traitant de terroristes, etc. Mais bien sûr, par la suite, les juges antiterroristes, comme le juge Bruguière, nous a donné raison, ou tous les procès que nous avons gagnés à travers le monde, et nous avons obligé l'ensemble des États à retirer cette étiquette de terroriste, y compris les États-Unis et l'Union européenne. Bien sûr, nous avons pu réhabiliter et retrouver notre légitimité, mais ce qui est triste, c'est précisément qu'il y a des gens qui ont été capables de faire cela, et personne ne leur a demandé des comptes. Aujourd'hui, nous avons en France, nous sommes confrontés à la question du terrorisme, mais quand on regarde que pendant des années, par exemple, le pôle antiterroriste sous la direction du juge Bruguière et des politiques qui ont influencé et se consacrer à gâcher l'argent et le personnel précisément pour chasser des moudjahidines du peuple qui étaient des anti-intégristes et des antiterroristes, et on comprend pourquoi on a pris du retard. On a vu dans ses œuvres le juge Jean-Louis Bruguière concernant l'attentat de Karachi aller vers des pistes totalement fausses. La même chose pour d'autres affaires célèbres, donc on ne va pas y revenir. Ça mériterait des heures et des heures d'explications. Je pense que là, il faut rendre hommage au juge Trévédic qui a su un peu... qui a réussi à redresser les choses. Qui était déformé. Une dernière très courte pause musicale. On se retrouve dans un instant. Pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, dehors il fait chaud. Des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Mais quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être.
bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent encore une fois pour cette émission Les gens d'ici. Nous accueillons Afshin Alavi, porte-parole de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, faut-il le préciser, et Sarah Narani, qui est une militante de cette organisation, installée comme vous, Afshin Alavi, dans le Val-d'Oise. Sarah Narani, on parlait à l'instant de cette idée que le régime avait évolué à Téhéran, qu'il tendait la main à l'Occident, que ce n'était plus comme avant. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, je voulais dire que c'est une bis repetita en fait de l'histoire, puisque on nous a chanté les mêmes chants de sirène il y a quelque chose comme une vingtaine d'années, un peu moins, avec l'arrivée au pouvoir du président modéré Khatami. Alors, on nous a vendu ça à toutes les sauces, sur toutes les chaînes et sur toutes les ondes, pour faire croire, donc, comme disait Afshin... On n'a pas vu beaucoup la différence avec le président précédent. Voilà. Et justement, donc, on a vu que non seulement il n'avait absolument rien de modéré, mais qu'en plus, pour les peu de personnes qui y croyaient encore, la réponse du régime a été très simple. Après Khatami, on a eu Ahmadinejad. Donc, c'était vraiment remettre les pendules à zéro et bien faire comprendre à tout le monde qu'il n'y a pas de modération au sein du régime iranien. Et donc, là, il faudrait juste avoir un peu une mémoire un peu travailleuse pour se rappeler que Rouhani, ce n'est que un ersatz de Khatami et que rien ne va changer avec ce régime parce que Rouhani fait partie du régime. Je rappelais tout à l'heure que cette affaire qui paraît compliquée, mais qui n'est pas si compliquée que ça. D'ailleurs, si nos auditeurs veulent avoir des détails, il y a un très bon article sur Wikipédia sur les Moudjahidines du peuple iranien. C'est quand même quelque chose qui nous concerne au premier chef, parce que on parle de terrorisme, on a parlé de ce terrible attentat hier à Bagdad, on n'a pas parlé de cette terrible attaque du camp Liberty hier à proximité de Bagdad, mais il faut rappeler une chose fondamentale, c'est que le pire des actes terroristes, ce sera une attaque nucléaire, et tout le monde craignait que l'Iran possède la bombe atomique et s'en serve, parce que ça a été annoncé comme tel par des dirigeants iraniens, dès qu'ils auraient la bombe atomique, ils s'en serviraient d'abord contre Israël. Est-ce que vous pensez sérieusement, Afshin Alavi, que cette menace terroriste absolue est écartée ? Non, elle n'est certainement pas écartée tant que ce régime reste. Et d'ailleurs, la menace terroriste islamiste ou internationale ne pourra pas être éradiquée tant que une dictature religieuse et terroriste est au pouvoir tranquillement et qu'on continue à faire affaire avec elle. Le régime n'a pas renoncé à l'arme nucléaire. Il est juste contraint à geler ce programme. C'est là les failles, précisément, de l'accord. Bien que c'est une reculade, parce que précisément c'est un régime en ruine, il a été obligé de venir négocier cette reculade sur son nucléaire. Mais on aurait pu obtenir beaucoup plus en démantelant l'ensemble de cette infrastructure. On l'a pas fait, précisément en raison du laxisme de l'Occident à l'égard de ce régime. Donc la menace existe toujours, et tant que les mollahs sont là, elle existera. Je pense que beaucoup de nos auditeurs sont intéressés par le fait d'en savoir plus sur ce régime des mollahs, sur votre propre cause, Afshin Alavi, et ils ont une occasion de le faire, c'est de venir à votre grand rassemblement au Bourget ce samedi 9 juillet. Il va pas se passer quoi dans ce qu'on appelle un grand raout, hein. C'est une fête, mais c'est en même temps une manifestation politique. Pour dire les choses de façon simple, je dirais c'est un peu la fête de l'humanité, la fête de l'imam et du côté des Moudjahidines du peuple. Oui, en réalité, c'est une occasion de se rassembler, de la diaspora iranienne du monde entier, et aussi tous les citoyens du monde, des citoyens européens qui soutiennent la résistance, se rejoignent à cette occasion, et notamment, comme Sarah l'a dit au début, beaucoup de personnalités intellectuels, politiques, de renom qui vont participer à ce rassemblement. Et cette année, comme je l'ai dit, elle a lieu à quelques jours de l'anniversaire de l'accord sur le nucléaire. Donc c'est le moment de faire le bilan sur cet accord et de dire bien haut et fort que précisément, étant donné que vous constatez les interlocuteurs de ce régime,
que ce régime ne change pas, qu'il est toujours pareil, qu'il est en train de continuer dans l'horreur à l'intérieur de l'Iran et de déstabiliser la région, alors c'est le moment de précisément de regarder plus loin vers cet Iran libre. C'est le thème précisément de ce rassemblement, Free Iran, un Iran libre, qu'il faut regarder, et précisément vers son alternative, vers la présidente élue de cette résistance, Madame Maryam Rajavi, qui est porteuse de ce message d'avenir et de paix et de résistance à l'extrémisme. Et dans cet appel, beaucoup vont nous accompagner, notamment déjà il y a près de 70 députés et sénateurs français qui ont lancé un appel précisément pour soutenir les 10 points de Madame Rajavi. Il y a beaucoup de personnalités religieuses, catholiques, anglicans, protestants, qui viendront et se joindront, à la fois iraniens et étrangers, et beaucoup d'artistes. Vous serez au Bourget, Sarah, ce samedi ? Certainement, j'y serai, et j'y serai avec mes amis, ma famille et toute personne qui se joindra à nous. Je voulais vous dire, par rapport à Madame Rajavi dont Afshin vient de parler, elle est vraiment un symbole notamment pour les femmes iraniennes, parce que donc on a eu la dictature du Shah avec l'impératrice qui faisait figure de impératrice. Dans le régime des mollahs, la femme de toute façon n'existe pas. Et donc Maryam Rajavi, c'est vraiment un espoir. Et alors non seulement c'est un espoir pour les femmes iraniennes, mais également pour les hommes iraniens, parce qu'elle aide justement à mettre en place cette parité qui est essentielle à l'être humain. Et donc c'est vraiment, je veux dire, de voir que cette résistance et que cette alternative pour l'Iran est représentée par une femme, qui plus est par une femme musulmane laïque. C'est vraiment pour nous et pour tout le monde, je pense toutes les personnes qui nous rejoignent, iraniennes ou non, c'est vraiment une source de confiance, non seulement d'espoir, mais également de confiance. On va préciser à nos auditeurs qui souhaitent aller à ce grand rassemblement au Bourget pour un Iran libre et démocratique que ça se déroule ce samedi 9 juillet de 12h30 à 21h30 au Parc des Expositions, 96 avenue de la Division Leclerc au Bourget. Il vaut mieux y aller par les transports en commun parce que sinon vous aurez du mal à trouver une place pour votre voiture. Alors prenez le RER B direction Mitry-Claye si vous venez de Paris vers l'aéroport Charles de Gaulle, et après il y a le bus 350 et vous descendez rue du Faubourg Saint-Denis. C'est bien ça ? Oui, absolument. Je voulais aussi insister sur le fait que beaucoup de jeunes seront là, notamment beaucoup de jeunes venus récemment d'Iran. Eh bien, on vous souhaite un grand rassemblement et peut-être beau temps, parce qu'apparemment il fera beau ce samedi. Vous avez de la chance, parce que tout à fait. Ces derniers jours, on a pu trembler à l'idée qu'il ferait du vent et voire de la pluie ou de la tempête. Et ça devrait bien se passer ce 9 juillet. Merci à nos invités pour cette émission Les gens d'ici, Sarah Narani. Merci Afshin Alavi, porte-parole de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Merci à Marvin Hamelin, notre technicien, et à bientôt pour une autre émission Les gens d'ici. Bonne journée, et pour vous, bon rassemblement au Bourget. Merci à vous. À très bientôt. Merci.